Bon, pour ma part, je vais vous présenter les premiers travaux que j'ai réalisés pour mon doctorat et qui je réalise au laboratoire de géographie physique de Meudon et qui s'intéresse à la reconstitution d'environnements végétaux passés en Amérique centrale au cours des 3500 dernières années. Et donc ce doctorat s'insère directement dans le projet archéologique franco-guatémaltèque qui étudie le site de Nachtun dans ces basses terres tropicales mayas. Donc pour revenir très rapidement sur le contexte, Nachtun est situé à l'extrême nord du Guatemala, au centre de ce qu'on appelle les basses terres du Yucatan ou les basses terres mayas. En gros, une grosse plateforme carbonatée mésocénozoïque avec des faibles altitudes et beaucoup de zones karstiques. Alors Nachtun, c'est un site archéologique qui a été peuplé durant le premier millénaire de notre ère dans ce qu'on appelle localement la période classique et qui présente une architecture monumentale tout à fait comparable à ce qu'on peut retrouver sur les sites archéologiques des basses terres centrales. Alors, ces sites archéologiques sont aujourd'hui totalement recouverts par une forêt tropicale qu'on nomme le Péten et qui subit un régime climatique de type semi-humide avec une alternance au cours de l'année d'une longue saison sèche et d'une autre saison humide de 6 mois. Alors, la présence en plein milieu de cette forêt tropicale d'une société particulièrement construite avec beaucoup d'habitants amène énormément de questions sur l'adaptation de ces populations à ce milieu considéré pendant très longtemps comme hostile. Et donc notamment les adaptations au point de vue agricole, mais aussi de la disponibilité en eau. Donc cette première problématique dans les zones, dans ces basses terres mayas, s'accompagne évidemment de problématiques sur l'impact de ces adaptations sur l'environnement végétal et donc les paysages végétaux également, qui à Nachtun vont pouvoir être travaillés puisqu'il s'agit d'un site plutôt propice à ce type d'études, car Nachtun donc est qu'on voit donc ici, est bordé au nord par une zone karstique de type polier qu'on appelle localement un barreau. Et ces barreaux donc, sont caractérisés par des stocks d'eau saisonniers qui amènent généralement une sédimentation de type alluvial dans un milieu lacustre à palustre. Alors c'est dans ces sédiments qu'en général on arrive à retrouver nos microfossiles pour reconstituer la végétation, à une différence près, c'est que à Nachtun, comme ça arrive dans nos zones tropicales humides, les pollens sont totalement pas conservés, très détruits, les charbons très dilués dans les argiles, et donc par contre, on peut utiliser les phytolithes. Alors pour ceux qui ont suivi les présentations sur l'ADN et les pollens, vous allez être un peu déçus par la résolution taxinomique de ces microfossiles, qui sont en fait les phytolithes, donc des petites particules en silice bioformées dans les tissus végétaux des plantes, et qui, au moment de la décomposition de celles-ci, sont enregistrées dans les sédiments. Et donc leur forme peut nous donner une information taxonomique assez faible, mais qui existe quand même, sauf si ça n'a pas été étudié, comme dans notre zone, par exemple, donc le Péten, cette forêt tropicale qu'on étudie. Alors, donc deux approches pour répondre à ces questions et pouvoir utiliser les phytolithes comme des biomarqueurs végétaux et reconstruire nos végétations passées. Une approche déjà actualiste qui avait pour but donc de travailler sur la caractérisation des environnements végétaux dits naturels et anthropisés à l'aide des assemblages de phytolithes actuels, qui nous permettrait après de développer une deuxième approche paléoécologique de comparaison entre les assemblages sédimentaires qu'on va retrouver dans les sédiments du barreau et ceux qu'on retrouvera dans les contextes intracites des sondages géoarchéaux. Donc moi, je ne peux pas vous présenter tout aujourd'hui, donc je vais vous présenter une partie des deux approches. Le travail de référentiel actuel qui a été mené sur les phytolithes et les environnements dits non anthropisés, et enfin les résultats sur 2 sondages profonds réalisés dans notre zone de barreau. Alors, dans un premier temps, le référentiel actuel il est construit à partir d'une étude botanique préliminaire qu'on a menée depuis 2 ans et qui consiste à faire, qui aujourd'hui constitue 4 transects, où chaque point ici correspond à un quadrat sur lequel on a étudié les espèces végétales en termes de présence, absence et domination, et qui ont été complétés par des informations pédologiques et aussi topographique. Alors il faut savoir que pour chaque quadrat, à peu près 100 grammes d'humus ont été récoltés
pour pouvoir étudier les assemblages actuels de phytolithes et les mettre en regard à nos relevés botaniques. Donc ça nous fait à peu près 4 hectares d'études végétales le long de ces transects et qu'on peut résumer ici en 6 grands types d'environnements avec des zones que je ne peux pas vous décrire d'un point de vue des espèces, mais des zones de forêt haute qu'on va retrouver surtout au niveau du site et sur les versants du Barreau, avec pas mal de palmiers, des zones de forêt basse riches en fabacées, euphorbiacées, bignoniacées, qu'on va retrouver plutôt dans les zones de marais, des zones totalement non arborées qui correspondent aux roseraies des plans d'eau résiduels pendant la saison sèche, et sur le site des zones de fourrés de bambou sous couvert arboré. Alors, donc, si on regarde nos résultats sur les transects, sur notre référentiel actuel de phytolithes pour les transects, où des points, les quadras, ont été classés par type d'environnement, on peut déjà remarquer plusieurs informations prises pour caractériser ces environnements avec les phytolithes. Déjà, une différenciation d'un point de vue des types de forêts, puisqu'on va retrouver beaucoup de formes de globulaires qui marquent les dicotylédones ligneux pour tous les endroits de la forêt, excepté dans les zones de Cival, où là, c'est des grosses proportions en GSSP, c'est-à-dire des phytolithes qui marquent les poacées, mais également des phytolithes de cyperacées, vont être très présentes et vont prendre part dans le calcul d'un indice qu'on appelle DP, c'est-à-dire des formes de globulaires sur les GSSP, qui vont nous donner une information que quand la valeur est largement supérieure à 1, au-dessus de 1, on est certainement dans un environnement fermé, ce qu'on retrouve exactement pour toutes nos zones de forêt, excepté les zones de forêt sous couvert de fourrés de bambou sous couvert arboré. On a aussi une information sur le rayon d'action du Barreau par rapport à la présence dans nos lames de diatomées ou de spicules d'éponge. La possibilité de définir des grands types forestiers pour la zone haute en fonction du type de sous-famille d'Aricacées qui va prendre place sur l'environnement. Et enfin, la possibilité aussi de bien déterminer les zones de forêt de bambou en sous-couvert forestier par la présence d'un phytolithe qui marque surtout les bambouzoïdes et qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le site. Donc là, en gros, on arrive vraiment, avec les phytolithes actuels, à bien caractériser nos zones de végétation. Ça marche plutôt bien. Maintenant, il va falloir voir si on peut le faire pareil grâce à ces analogues sur le fossile. Donc il faut savoir que le Barreau a été étudié depuis 2013 par Cyril Castanet, donc on a un cadre morphostratique qui est plutôt bon. Alors, ouais, c'est bon, je regardais le temps. Ce qu'on va retrouver, c'est qu'on a une accumulation sédimentaire de type argileuse où les grandes séquences sont généralement on va dire, différenciées par rapport au taux de carbonate présent. Et donc, 2 sondages ont été étudiés. Le premier se situe donc en pied de versant, donc c'est avec des zones peut-être d'apport de colluvion, et également dans une zone de Cival. Donc si on regarde, je vous passe très rapidement la stratie, avec une base d'argile fluviale litée, puis qui va finalement être scellée par quasiment 2 mètres d'argile très homogène et relativement compacte. Et ce qu'on voit directement qu'on peut trouver des grandes zones végétales rien que sur cet assemblage, avec donc la présence d'abord d'un milieu ouvert où on va, en plus des GSSP que je vous ai déjà présentés, trouver des forts taux de comélinacées qu'on ne trouvait pas dans les environnements actuels, suivi d'une zone de forêt de Barreau caractérisée par ce que je vous ai montré pour le référentiel actuel et qui représente à peu près les mêmes caractéristiques que ce qu'on a aujourd'hui et dont on arrive à avoir une date également qui correspond à la première occupation du site pour le moment, donc on en reparlera après. Et enfin, donc la zone actuelle de Cival où on va retrouver des cyperacées qui nous semblent être donc tout à fait normales. Je vous montre quand même l'impact que peut avoir le Barreau quand même. On retrouve toujours ces spicules d'éponge sur tous les échantillons. Si on passe au deuxième sondage profond qui se situe à mi-distance entre un Cival et donc nos zones de versant, on se rend compte qu'on a là par contre encore pas mal d'argile, mais seulement vers 1,50 m, on va avoir quasiment 40 cm de sédiments argileux très carbonatés qui sont recouverts par quasiment 10 à 20 cm d'impalés au sol.
Donc, si on regarde nos zones de végétation, là, on se rend compte qu'on a à la base plutôt une zone de forêt de barreaux qui va très vite être en fait recouvert par donc des sédiments avec de très fortes valeurs en GSSP, nous marquons plutôt des zones ouvertes, avec toutefois une intercalation ici d'une zone avec beaucoup de cyperacées, beaucoup de diatomées qui, donc, pour le moment, ne seront pas identifiés, mais on voit quand même une explosion des formes dans les lames, ce qui nous laisse penser à l'arrivée d'une zone humide beaucoup plus longue, peut-être beaucoup plus pérenne. Donc notre milieu ouvert qui va remonter quasiment tout le long de notre colonne sédimentaire avant d'avoir la forêt de barreaux qu'on connaît actuellement. Donc voilà ce qu'on pouvait montrer dans un premier temps, c'est qu'on peut caractériser l'environnement local de Nashtun. Toutefois, pour le moment, on est un peu embêté, on n'arrive pas à faire de corrélation directe avec nos zones de végétation. Toutefois, en conclusion, on peut quand même essayer d'aller un peu plus loin sur les interprétations archéologiques de ces données avec les phytoïdes, malgré une faible résolution taxinomique. Déjà, en essayant, par exemple, je vous en ai parlé, sur cette carotte-là, on retrouve une date à entre 100 et 300 de notre ère. Alors, cette date correspond à la première occupation de Nashtun connue par les archéologues. Et contrairement à ce qui est souvent dit dans la bibliographie, qu'on a les Mayas qui arrivent, ils coupent tout. Là, finalement, on n'a pas l'impression, et ça va plutôt aussi cette hypothèse, dans le sens où pour Nashtun, une thèse en anthracot a montré que les charbons en anthracite proviennent du barreau pour cette époque-là, avec donc nos essences qu'on a l'habitude d'en trouver. Donc ça ne nous surprend pas, mais c'est qu'une donnée ponctuelle à un niveau local. Pour le moment, on ne peut rien en dire de plus, c'est juste pour faire quelques interprétations. En revanche, qu'on retrouve quand on fait des corrélations temporelles avec nos dates autour du IVe siècle avant notre ère, on se rend compte qu'on a une zone générale ouverte où on va retrouver beaucoup de formes de GSSP qu'on dit cross, et formes qu'on retrouve beaucoup chez le maïs, et où on a là d'un seul coup une augmentation en double. Alors ça ne signe absolument pas la présence de maïs parce qu'on n'a pas ces morphotypes. En revanche, on retrouve également là des comélinacées qui peuvent être des rudérales, une zone totalement ouverte, et on a également cette zone de paléosol. Donc, il est possible qu'on soit dans une zone cultivée quasiment un demi-millénaire avant la datation, donc notre première datation de site, en se rappelant qu'en fait au préclassique, donc à cette période-là, on est à 20 km d'El Mirador, qui est la plus grosse capitale maya de l'époque, et certainement on a du mal à imaginer qu'on n'ait aucune population sur ce diamètre-là. Et enfin, la dernière chose qu'on pouvait se poser comme question, c'était l'impact, la possibilité de signer des zones humides. Donc on a nos phytolithes, on pourra avoir nos mollusques dans quelques temps qui pourraient donc répondre à ces questions-là. Mais il y a aussi les travaux de Cyril en géomorphologie qui, en regardant l'étendue des lacs et en travaillant avec le lidar, estime pour le moment qu'au préclassique, on avait un stock d'eau qui était peut-être 2 à 3 fois plus important qu'aujourd'hui en pleine période humide, et nos phytolithes commençaient à nous donner ces intérêts-là. Donc moi je vais m'arrêter là, c'était juste des pistes de réflexion, parce que pour le moment on n'a absolument rien pour les attester autre que ces petits indices, et c'était juste pour vous montrer finalement qu'on essaye de développer un nouveau bioindicateur qui pourrait remplacer, malgré sa faible taxonomie, les pollens dans certaines zones où ils en sont totalement dépourvus. Donc moi j'espère vous donner rendez-vous dans 2 ans avec plein de choses sur les zones anthropisées pour pouvoir apporter à ces questions. Et puis sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci Marc. 1 ou 2 questions? Non. Alors on va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup.